Bonjour et bienvenue sur Crypto House, la chaîne en français qui parle de crypto. Et aujourd'hui, on va regarder les nouvelles de la semaine. C'est pour tout de suite. Alors, on va démarrer par le market cap. Alors, on est à 133 milliards, donc à peu près 3 milliards par rapport à la semaine dernière. Donc, on a un market cap en légère hausse. Un Bitcoin à 2,5%, on a un EOS à 5%, un Litecoin qui reprend du poil de la bête, bon, il faut dire qu'il était très bas, puis avec le support du Lightning Network, avec le fait qu'il a plusieurs partenariats, donc je crois qu'il y a eu aussi un partenariat avec un concert K-pop où il était possible d'acheter les tickets en Litecoin, donc ils font parler d'eux, donc ça c'est très très bien. On a Binance Coin, mais on va y revenir avec plus 36%. Et dans le top 20, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Ontology qui passe devant Neo, alors que c'est un token monté sur Neo à la base. Et c'est à peu près... Non, on a un OKEX, plus 40%. Alors là, je ne sais pas trop, il faudra regarder exactement pourquoi. Mais bon, ça, ce sont les grosses news à ce niveau-là. Ce que je voulais vous montrer, c'était cet article qui disait que, en fin de compte, le mois dernier était le premier mois dans le vert pour le Bitcoin, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on avait terminé à la baisse et on a enfin, alors donc on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 mois de baisse et enfin février, c'était le premier mois à la hausse. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, ce qui veut dire que on était en décembre vraiment dans le creux de la vague. Bon, bah là, l'avenir nous le dira. Je voudrais revenir 2 minutes sur Binance. Alors pourquoi ça montait comme ça de quasiment 40%? C'est qu'il y a eu la semaine dernière une interview de CZ, donc le CEO de Binance, où il a répondu aux questions des internautes. Et il s'en est très bien sorti. J'ai regardé les 59 minutes de l'émission. Et il a notamment répondu aux questions concernant le delisting des tokens. Il a répondu très très correctement. Puis à la fin de l'interview, il dit quand même que le BNB est certainement le token avec le plus d'utilisation. Bah, ça sert à avoir des réductions hein, sur les frais quand on achète, quand on fait des transactions sur son exchange. Ça va être utilisé donc dans le DEX. Il va y avoir la chaîne qui sort prochainement. Mais il dit on peut aussi acheter des billets d'avion, on peut dépenser des BNB dans les chambres d'hôtel, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a un sentiment global que le token BNB n'est pas prêt, je dirais, de disparaître et qu'il est promis un grand avenir. Donc, c'est pour ça qu'il augmente comme ça de près de 40%. On va continuer par une nouvelle bien française. Alors, j'ai eu connaissance tout à l'heure d'un rapport d'information présenté à l'Assemblée nationale. C'est un rapport qui date du 30 janvier. En tout cas, il a été rendu public, à ma connaissance, juste hier ou aujourd'hui. Et c'est un rapport qui concerne donc les monnaies virtuelles et qui est écrit notamment par Eric Woerth, qui est député et président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Alors, le rapport fait 148 pages. Alors, j'ai pas eu le temps de lire les 148 pages. Par contre, j'ai parcouru les 10 premières pages, qui est l'avant-propos d'Eric. On va aller directement à la page 4. Et on va prendre ici la fin de la page. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, je vais vous lire quelques citations. Alors, il dit en fin de page 4, il faut donc bien faire la distinction entre la technologie blockchain et les cryptoactifs. Et ce qu'il dit, c'est que les objectifs ne sont pas les mêmes. On peut favoriser légalement la blockchain et condamner en même temps la mise en circulation de cryptoactifs visant délibérément à maintenir l'anonymat de leurs détenteurs. Donc là, c'est une première référence par rapport aux crypto anonymes. On va voir qu'il va y en avoir d'autres par la suite. Ensuite, donc, il va parler des différences entre le Bitcoin, entre Ethereum. Ensuite, en page 5, il dit, alors,
De nombreux doutes demeurent, la réduction des coûts et les délais de transaction ne semblent pas être une évidence au regard du coût et la lenteur de certaines transactions effectuées en Bitcoin et dans d'autres crypto-actifs. Alors, avec tout le respect que je dois à Monsieur Vors, il est complètement à côté de la plaque en ce qui concerne les délais de transaction et puis les coûts. Je pense qu'il en est resté, à mon avis, à décembre 2017. Alors, quand je lis des choses comme ça dans un rapport officiel qui est quand même assez important, ça me fait un petit peu peur. Je serais d'ailleurs curieux de savoir s'il a lui-même réalisé une transaction en Bitcoin pour savoir réellement ce que c'est et de quoi on parle. En tout cas, ensuite, il parle des types de tokens. Donc, il va parler des tokens qui sont de type securities, les utilities, les currency. Ensuite, il va parler des ICO. On en arrive en page 6 à la question des impôts. Et là, il dit que c'est cohérent avec les règles applicables aux revenus des autres capitaux immobiliers. Donc, je dirais que là, ça va être normal. S'il y a des plus-values qui sont faites en tradant des cryptos, ça va être normal de payer ces impôts. Puis on en arrive en fin de page 8, début de page 9, où il dit, alors, il faut avoir conscience des problèmes que les cryptoactifs peuvent poser en matière de fraude ou d'évasion fiscale, de blanchiment ou d'escroquerie, ou encore de consommation énergétique. Bon, je dirais que c'est vrai que ce sont des problèmes qui existent avec les crypto-monnaies, ce sont des problèmes qui existent avec l'euro et puis avec le dollar. Par contre, sur la consommation d'énergie, là je dirais qu'il fait de la démagogie de base, car je pense que les banques centrales ou la Banque centrale européenne doit aussi, elle, consommer de l'énergie. Ensuite, il continue à dire que par ailleurs, au travers de l'anonymat, l'absence de contrôle et la vague spéculative qui les caractérise, les crypto-monnaies virtuelles sont également porteuses de pratiques frauduleuses. Donc il en remet ensuite comme ça une couche sur la partie fraudulente, utilisation fraudulente des crypto-monnaies. Ensuite, il continue à dire « Il aurait donc été utile de proposer de rendre obligatoire la prise d'identité lors de l'ouverture de comptes en cryptoactifs selon les dispositions précisées en France par l'article L 561-10 et R 561-20 du Code monétaire financier ». Je dirais alors là que la France est en retard parce que moi, quand je m'inscris sur un exchange international, que ce soit américain, que ce soit asiatique, il y a toujours maintenant le KYC. Plus rien n'est anonyme sur ce type d'exchange. Donc, je serais d'accord effectivement pour que la France rattrape son retard là-dessus. Ça mettrait effectivement plus de confiance dans le domaine. Ensuite, il dit « Il aurait également été opportun de proposer l'interdiction de la diffusion et du commerce de cryptoactifs visant à garantir un anonymat complet en empêchant par leur conception toute procédure d'identification. C'est le cas d'un certain nombre de cryptoactifs, et il cite, entre parenthèses, Monero, Pivx, DeepOnion, Zcash, dont le but est de contourner toute possibilité d'identification des détenteurs. » Alors, j'ai été surpris de voir qu'il citait DeepOnion. J'ai regardé tout à l'heure, DeepOnion est en 500e position en market cap. Je vois franchement pas ce que ça fait dans un document comme ça. Ça montre que c'est un nom qui lui a été cité ou proposé par quelqu'un d'autre, parce que je vois pas du tout ce que ça vient faire là-dessus. Et puis en plus, DeepOnion est bien derrière Zcash. Il aurait pu mettre Dash et d'autres cryptos anonymes à la place. Aussi, le fait de vouloir proposer l'interdiction des crypto-actifs dits anonymes, ça c'est quand même, je pense, un retrait, parce qu'aujourd'hui, on a le droit quand même légalement en France, en Europe, de dépenser 10 000 euros de façon anonyme en cash. Et donc, avec la disparition du cash, si on ne peut plus le faire ensuite avec des crypto-monnaies anonymes, donc ça veut dire un
un retrait, une diminution en fin de compte dans notre liberté financière. Et ensuite, donc ça se termine en page 10, et il dit « In fine, la régulation entreprise au travers la loi des finances pour 2019 a permis de proposer les fondations d'une approche conceptuelle et juridique équilibrée et cohérente de la question des cryptoactifs. » Ensuite, il dit « Ce travail n'est pas achevé. Alors, la distinction entre les différents usages des cryptoactifs doit se poursuivre pour établir une régulation plus fine et plus protectrice de l'intérêt général, etc. etc. » Donc, bon, c'est bien que par la suite, il souhaite continuer à légiférer et avoir plus de régulation au niveau des cryptoactifs. Ça donnera, je dirais, plus de confiance pour les entreprises. Et puis, de toute façon, on va vraiment dans cette direction. J'ai ici un autre article qui nous vient de la Russie, qui va exactement dans ce sens. Alors, c'est un article qui a quelques jours déjà, et où de toute façon, Vladimir Poutine a demandé à son gouvernement qu'il sorte une régulation sur les cryptos d'ici le 1er juillet 2019. Donc on voit que de toute façon, chaque grande nation aujourd'hui a besoin de légiférer sur la partie des cryptos. Alors, autre info que je n'avais pas vue, c'est que parmi les 12 experts de Christine Lagarde pour les nouvelles technologies dans le domaine de la finance, il y a 2 personnalités importantes dans le monde des cryptos. Alors, la première, c'est Jeremy Aller, qui est le Chief Executing Officer de Cycle, donc le responsable, le directeur de Cycle. Et on a aussi Chris Larsen, qui n'est autre que, pareil, le patron chez Ripple, un Executive Chairman de Ripple. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, car Christine Lagarde, en tant que directrice du FMI, elle a un rôle important à jouer dans la réglementation à venir au niveau des cryptos, au niveau de la blockchain. Et déjà, moi, je l'ai vu une fois dans un panel en début d'année. On voit que c'est quand même une personne qui est plutôt pro-crypto. Alors, pas forcément Bitcoin, Ethereum, plutôt côté stablecoin. Mais en tout cas, c'est une technologie qu'elle pousse et ça, c'est une bonne chose pour toute la communauté. Alors, on va passer maintenant aux nouvelles autour des cryptos. Et j'ai trouvé ça un petit peu intéressant car il a été possible d'envoyer une transaction Bitcoin Lightning Network avec des ondes radio. Donc sans passer par le Wi-Fi, sans passer par du Bluetooth, sans passer par du satellite, non, simplement avec des ondes radio. Et c'est une transaction qui a été faite entre 2 pays en plus, entre San Francisco aux États-Unis et Toronto au Canada. Donc la transaction a été envoyée entre Rodolfo Nova, qui est le cofondateur de la startup CoinKite, et la journaliste chez Bloomberg, Hélène Hu. Et donc la fréquence utilisée, c'est du 14 MHz. Et d'après Hélène, l'équipement pour faire ce type de transaction coûte environ 200 $. Donc c'est quand même une information assez incroyable, je trouve, qu'on puisse envoyer des transactions comme ça d'un pays à l'autre sans passer par l'Internet. Donc ça montre que c'est vraiment un réseau qui est résilient, le réseau Bitcoin, que rien ne peut l'arrêter. On peut vraiment faire des transactions Bitcoin avec n'importe quel moyen de transmission. Alors on a maintenant une nouvelle entre Tether et Tron. On a Tether qui s'associe à Tron pour lancer une nouvelle version de leur token USDT sur le standard, cette fois-ci le TRC20, qui lui-même est compatible avec l'ERC20, qui est le standard sur Ethereum. Alors le nouveau coin devait être lancé donc au cours du second trimestre 2019 et il va coexister par rapport à l'USDT qui existe déjà sur le Bitcoin et celui sur l'Ethereum. Donc c'est plutôt top pour Tron que l'USDT utilise leur blockchain. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir une utilisation supplémentaire de tokens TRX. Et aussi, pour Tron, ça montre que c'est un acteur majeur. C'est pas EOS qui a été choisi, c'est pas Cardano. Non, c'est Tron pour être le 3e support pour l'USDT. On va continuer maintenant aux nouvelles par rapport aux sociétés. On va démarrer par Kroger,
qui est une société américaine qui possède quand même 142 supermarchés, 108 pompes à essence. Et ils ont annoncé qu'ils vont arrêter d'accepter les cartes Visa dues à l'augmentation des frais à partir du 3 avril prochain. Leur vice-président et CFO Mike Scholtman, il a déclaré que Visa utilise leur position dominante pour augmenter leurs frais. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir par rapport au monde des cryptos? C'est qu'il y a le cofondateur de Morgan Creek, qui est une société qui travaille dans le monde Bitcoin et Lightning Network. Il a mis un post sur Twitter comme quoi ils étaient prêts à les aider, à leur rendre visite. Ce à quoi une personne qui travaille chez Kroger a répondu au tweet en disant que pour parler du Lightning Network, la bonne personne chez eux, c'était Yael. Et donc, ça montre quand même l'intérêt de groupes comme ça, de supermarchés, qui sont en train de chercher des solutions annexes, parce qu'ils en ont marre d'avoir des positions dominantes avec des abus des sociétés de cartes de crédit, donc Visa, Mastercard et Amex, et que petit à petit, il y a des alternatives qui sont en train d'arriver. Alors ça ne veut pas dire que demain Kroger va accepter les paiements en Bitcoin, mais en tout cas, ils sont prêts à ouvrir la discussion, et ça, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, on va parler du Nasdaq. Alors le Nasdaq, pour rappel, c'est quand même une des plus importantes institutions financières au monde. C'est aussi la plus grande seconde bourse au monde. On vient d'apprendre que prochainement, ils vont tokeniser leur plateforme pour pas qu'elle soit laissée derrière. C'est ce qu'a dit Johan Toll, qui est le responsable blockchain au Nasdaq. Il rappelle que par la nature fragmentée des produits et des intermédiaires, les transactions au Nasdaq sont lentes. Et donc, il dit aussi que ce nouveau système, il est déjà en test en Suède au niveau du Nasdaq nordique. Et donc, ça permet de tokeniser les actions sur la blockchain. C'est une bonne nouvelle. Donc, on sent en tout cas que le Nasdaq est vraiment pro-crypto, pro-blockchain. Ils se positionnent sur des ETF, Bitcoin Future. Il y a 2 semaines, ils ont quand même lancé un indice officiel Bitcoin et Ethereum sur leur site. Tout ça n'est pas anodin. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le Nasdaq, la seconde plus grosse bourse au monde, qui est moteur sur ça. Alors on arrive maintenant au bref de la semaine et on va parler du fork d'Ethereum qui s'est bien passé, que la mise à jour du code Constantinople elle est maintenant effective et que contrairement avec les forks du Bitcoin, ici il n'y a qu'un seul token, il n'y a pas 2 tokens après le fork. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez qu'un seul token sur votre wallet. Alors on continue avec une news sur Ethereum qui date du 14 janvier, mais en tout cas que moi j'avais pas vu, qui concerne donc le futur staking d'Ethereum. Et donc, pour pouvoir participer dans le futur au staking, il faudra posséder un minimum de 32 Ethers. C'est ce qu'a dit en tout cas Vitalik lui-même, donc notamment dans un post ici, il confirme que le minimum est de 32 Ethers. Ensuite, sur Reddit, il encourage les gens à avoir suffisamment d'Ethers, il le met ici. Et ensuite, il dit gardez un œil pour le testnet qui va arriver dans plusieurs mois. Et ça, pareil, c'était un post qui a déjà 2-3 mois. Donc, si vous voulez participer au futur staking, il va falloir se dépêcher parce que le prix ne fait que d'augmenter. Il était en décembre à 87 $, donc environ, il était passé à 77 €. Je crois que je l'ai vu à peu près à ce niveau de prix. Mais aujourd'hui, si vous voulez 32 Ethers, ça va vous en coûter à peu près 4300 €. Ce qui n'est pas anodin, c'est quand même déjà une très grosse somme et donc tout le monde ne pourra pas participer au staking d'Ethereum. Une nouvelle qui nous vient de Dash qui ne fait pas très plaisir parce que Dash doit réduire ses objectifs à cause de la crise qui continue, comme ils disent en anglais, le crypto winter.
Et là, ils doivent se détacher de 4 employés sur environ 49, c'est ce qu'on peut comprendre sur leur site web. Mais Ryan Taylor, qui est le CEO du Dashcore Group, le DCG, assure que la société n'a aucun risque. Mais bon, c'est une nouvelle de plus et regrettable, ça fait suite par rapport aux nouvelles qu'on a eues sur NEM, sur Nebulas et encore d'autres l'année dernière. On continue avec Fidelity et la partie Fidelity Digital Asset. Si vous êtes fidèle de la chaîne, vous savez que Fidelity a créé une nouvelle société qui a pour charge de fournir un service de custody, donc du stockage de crypto, on le voit aux institutionnels, aux fonds de pension, aux family office, aux fonds d'investissement. Ça y est, donc ce service est rentré en production auprès de groupes de clients sélectionnés. Ils sont dans leur timing. Ils avaient parlé de mars, on est en mars. C'est très très bien. On termine les nouvelles ici par Waste Rating. Donc Waste Rating, c'est une société qui donne des ratings financiers, notamment au niveau des cryptocurrencies. Ils disent que les 100 plus gros wallets hors exchange ont accumulé plus de 150 000 bitcoins lors des derniers 60 jours. Je vous laisse, je dirais, conclure et en déduire ce qu'il faut en déduire. Je pense que la crise elle commence à être vraiment derrière nous. On voit que les gros wallets emmagasinent de plus en plus de bitcoin. Ça veut dire peut-être qu'on arrive maintenant à un plancher. Il y a encore des analystes qui disent que non, le bitcoin va descendre encore en dessous de 3000. Personnellement, j'y crois pas. Bon, on va voir dans le futur. Je ne suis pas un pro, je dirais, des analyses de cours. Moi, je vois plutôt où va le monde, quelles sont les améliorations qui sont apportées, quels sont les gros acteurs qui rentrent dans le monde des cryptos. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gros acteurs et que les lancements de leurs projets sont maintenant très prochains. On sait que dans les quelques mois à venir, il va y avoir des gros projets dans le monde des cryptos avec des gros acteurs qui vont être lancés. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, notamment du document de l'Assemblée nationale sur les cryptos. C'est un rapport, en tout cas, si vous voulez lire au moins les 10 premières pages, elles sont intéressantes. Donc, qu'est-ce que vous pensez peut-être d'une interdiction en France des cryptos privés? Laissez vos commentaires en bas dans la description. Moi, je vous dis à bientôt. Aussi, c'est super. On a, je crois, dépassé les 130 pouces vers le haut dans la dernière vidéo. Continuez comme ça parce que c'est important pour que la chaîne puisse être mieux référencée sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!